Nous vous l'avons dit au début de cette édition, le président de la République est l'invité du 19-20 en direct d'Angoulême, la première étape d'une visite de 2 jours en Charente. Élise Lucet, vous êtes aux côtés du chef de l'État pour commenter les sujets d'actualité que nous venons de développer. Oui, merci. Oui, Monsieur le Président, nous reviendrons dans un instant, si vous le voulez bien, sur le référendum sur le quinquennat, qui est le but de votre visite ici à Angoulême. Mais d'abord, dans son édition d'aujourd'hui, donc le Monde publie une interview posthume de Jean-Claude Méry que nous avons entendue, où vous êtes personnellement mis en cause. Il affirme avoir remis une valise de 5 millions de francs à Michel Roussin en votre présence, et cela pour le financement occulte du RPR. J'ai envie de vous demander quelle est votre réaction, à la fois sur la forme et sur le fond. Ma réaction, je suis indigné. Indigné par le procédé, indigné par le mensonge, indigné par l'outrance. Madame Lucet, il doit y avoir des limites à la calomnie. Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte, sous-entendu, je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'1 an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. On exhume un enregistrement fait il y a plus de 4 ans et dont le journal lui-même, qui publie ses propos, les qualifie d'invérifiables et de sans valeur juridique. Et tout cela, comme par hasard, 3 jours avant un référendum visant à améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Alors je vous le dis, ces allégations sont indignes et mensongères. Voilà pourquoi je demande que ces éléments soient transmis à la justice, afin que la vérité balaye la calomnie. Monsieur le Président, sur le fond, sur le système de financement occulte des partis et donc du RPR décrit par Jean-Claude Méry, ce système extrêmement organisé, extrêmement précis, j'allais dire, quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez eu des contacts avec Jean-Claude Méry? Est-ce que vous le connaissiez? Comment vous réagissez sur le fond? Je vous dis que tout ce qui est dans ce pseudo-message est pour moi sans fondement, mensonge, calomnie et pour tout dire, manipulation. Et je n'ai pas d'autre chose à dire. Vous avez le sentiment simplement que la campagne électorale pour l'élection présidentielle est lancée? J'espère que ce n'est pas le moyen choisi par certains pour la lancer. Revenons, Monsieur le Président, sur l'objet premier de votre visite ici à Angoulême. Pourquoi avez-vous décidé d'intervenir à 3 jours justement du référendum? Est-ce que vous craignez une abstention record? D'abord, je n'ai pas décidé d'intervenir en Charente. J'avais décidé de venir en Charente bien avant, notamment pour voir quelles étaient les initiatives locales prises à partir des territoires dans le domaine social et de l'emploi et de l'insertion. Et naturellement, m'adressant à tous les maires de la Charente, j'en ai profité pour faire une réflexion sur la démocratie, son adaptation au monde d'aujourd'hui, et notamment par la voie du référendum qui aura lieu dimanche. Ce n'est pas anodin pour un président de s'engager dans une campagne à 3 jours d'un scrutin. Est-ce que c'est une manière pour vous de répondre à Charles Pasqua qui affirme que vous vous moquez de ce référendum, ou encore à M. François Hollande qui déclare que le PS est le seul parti à être clair sur ce référendum pour le quinquennat? Je ne réponds à personne. Et surtout, dans la fonction qui est la mienne, je ne polémique avec personne. Je parle aux Français. Je leur dis simplement, nous avions un système que l'on essayait de changer depuis bien longtemps et que les circonstances n'avaient pas permis de changer et qui était à l'évidence inadapté. Il fallait avoir un président de la République élu pour une durée qui permette par ailleurs
aux Français de dire plus régulièrement, tous les 5 ans et non pas tous les 7 ans, ce qu'ils pensaient des grandes options qu'on proposait pour la France, de la vision que l'on avait pour l'avenir de notre pays. Cela passait par le quinquennat. Et, bien entendu, pour le faire voter, j'ai demandé qu'on fasse cela par référendum. D'abord parce que c'est la voie normale. La Constitution dit que c'est le référendum qui conclut la réforme constitutionnelle, sauf si le président considère qu'il y a des raisons particulières. J'estimais que les Français qui élisaient leur président au suffrage universel devaient, le cas échéant, modifier la durée du mandat par le suffrage universel. Et par conséquent, j'ai proposé ce référendum. Et je demande aux Français de comprendre qu'il s'agit là, au-delà même du quinquennat, de la mise en place d'un nouveau système de consultation, de lien, de rapport entre ceux qui dirigent et les citoyens. Il faut que l'on puisse interroger régulièrement les Français et qu'ils répondent simplement et sans dramatiser. Nous avions là une occasion de le faire. C'est une culture à adopter. Je souhaite que tous les Français prennent les 10 minutes nécessaires dimanche pour aller voter. Alors justement, on parle beaucoup du taux d'abstention record possible, en tout cas c'est ce que disent les sondages. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux Français de ne pas se mobiliser pour ce référendum, alors qu'on a le sentiment que tous les partis politiques ou presque ont un peu fait le service minimum pour cette campagne? Attendez, moi je ne reproche rien aux Français. Si les Français, aujourd'hui, ont l'impression de vivre dans une démocratie un peu essoufflée, en témoigne l'abstention croissante et le vote protestataire croissant depuis déjà quelques années. C'est probablement pas parce qu'eux-mêmes ne seraient pas des citoyens, ou d'ailleurs parce que les hommes politiques ne seraient pas de qualité, c'est simplement parce que le système est usé. Il faut aujourd'hui, dans une démocratie de notre temps, il faut avoir la capacité d'interroger davantage les Français, de leur permettre de participer davantage à la prise des décisions qui les concernent. Et le référendum est un de ces moyens. La décentralisation dont on parlait tout à l'heure en est un autre. La déconcentration, tout ce qui rapproche le pouvoir, la décision des Français va dans le bon sens. Et ce que je demande aux Français de dire, c'est dimanche, c'est non seulement qu'ils estiment qu'il est légitime de réduire le septennat à un quinquennat, mais deuxièmement qu'ils entendent être consultés lorsque quelque chose d'intéressant ou d'important les concerne. C'est ça que je leur demande de dire, qu'ils veulent être consultés. Monsieur le Président, a priori, ce référendum, en tout cas le quinquennat, devrait amoindrir les risques de cohabitation. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Oui, la cohabitation n'est pas le système idéal. Et par conséquent, le quinquennat qui a pour résultat automatique de réduire ses risques est une bonne chose en soi. Mais ce n'est pas la seule raison, je les ai évoqués tout à l'heure. On va surveiller avec beaucoup d'attention les chiffres de l'abstention, dimanche soir à 20h. Quelles leçons allez-vous en tirer si l'abstention est très forte? Une leçon personnelle, une leçon politique ou les deux? Une leçon politique, essentiellement politique. C'est-à-dire la confirmation qu'il y a quelque chose qui doit être changé et qu'il appartient aux hommes politiques responsables de diminuer cette incompréhension qui s'est développée entre le politique, la décision qui vient d'en haut, et les citoyens, qui aujourd'hui se rendent compte que c'est de plus en plus à leur niveau que se fait l'initiative, la responsabilité, la création, que sont assumées les difficultés, les problèmes. Ce matin, j'étais en Charente dans une réunion qui avait pour objet de régler des problèmes d'insertion et par une association qui le faisait très bien, parce qu'elle avait compris que là aussi, c'est à partir du territoire, à partir de la base, à partir des citoyens, sur des problèmes concrets, connus, que l'on pouvait le mieux progresser pour améliorer la situation de chacun. Ça veut dire que vous envisagez un système un petit peu comme celui qu'on voit en Suisse, celui des votations, qui sont des référendums au niveau local. Ne prenons pas d'exemple ailleurs, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire qu'il est normal et légitime, et c'était d'ailleurs l'un des grands aspects de la
Constitution de la Ve République en 1958, qu'avait voulu le général de Gaulle, que l'on puisse interroger les Français par la voie du référendum. Malheureusement, les circonstances tragiques de la période 58-62 ont conduit les Français à considérer que le référendum était une sorte de plébiscite. Et ça a en quelque sorte dénaturé le référendum. Il faut aujourd'hui le recrédibiliser. Et nous avons une occasion dimanche, les Français ont une occasion dimanche de dire nous ne voulons pas être des spectateurs, nous voulons être des acteurs, et quand il y a quelque chose d'important, nous devons pouvoir nous prononcer. Alors on va passer à un autre sujet à propos de la Corse. On a vu ces dernières semaines que le processus lancé par le gouvernement suscitait une forte émotion chez certains leaders politiques de gauche comme de droite d'ailleurs. Le ministre de l'Intérieur a même démissionné. Est-ce que vous comprenez cette émotion et toutes les interrogations qui se font jour à ce sujet? Oui, naturellement, je comprends cette émotion. La Corse connaît des difficultés depuis longtemps et la situation se dégrade. À tous égards. Les Corses, dans leur immense majorité, veulent sans aucun doute mieux affirmer leur identité, leur épanouissement dans l'ensemble qui est le leur et qui est un ensemble national, méditerranéen et européen. Donc, j'ai eu l'occasion de le dire, je suis intervenu 2 fois sur ce sujet corse, et il faut faire des réformes. Elles sont nécessaires. Elles sont souhaitables, elles sont indispensables. Alors à partir de là, je n'ai pas l'intention de me prononcer sur ce qui est encore aujourd'hui qu'un projet, que des déclarations des uns ou des autres, y compris du gouvernement. J'attendrai d'avoir un texte, le projet de loi qui est prévu, pour dire ce que j'en pense. Mais dès à présent, je peux vous dire qu'il y a des limites qui ne doivent pas et qui ne peuvent pas, selon moi, être franchies. Elles tiennent à l'unité de la République et elles tiennent à la condamnation de la violence. Alors justement, Monsieur le Président, Jean-Guy Talamoni, l'un des nationalistes qui a participé au processus de dialogue lancé par Matignon, a affirmé ce week-end qu'il souhaitait une amnistie pour tous les prisonniers politiques corses, sans exception, y compris donc, d'après lui, pour les assassins du préfet Erignac. Comment réagissez-vous à ces déclarations ? Je ne peux pas là encore polémiquer. Ce que je peux vous dire, c'est que je considère qu'il est inimaginable, pour moi, que l'on puisse amnistier des crimes de sang, ici ou ailleurs. Venons-en maintenant à la redistribution des fruits de la croissance. Hier, en Conseil des ministres, vous avez souhaité que des choix clairs soient faits pour assurer une croissance durable. Où, d'après vous, le gouvernement manque-t-il de clarté? Là encore, je le répète, je ne suis pas en train de polémiquer avec quiconque. Je dis simplement que nous sommes dans une période de forte croissance, où chacun sait que les recettes rentrent à flot dans les caisses de l'État, et que je ne connais pas de précédent. Malgré cela, le pouvoir d'achat du salaire mensuel n'augmente pas. Il reste stable. Ce qui, d'une certaine façon, est inacceptable pour des hommes, des femmes, des travailleurs qui, pendant plusieurs années, ont dû faire des sacrifices importants à cause de la faible croissance que nous avions, à cause des efforts que nous avons dû accepter pour rentrer dans l'Europe et dans l'euro, et qui par conséquent aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent pas leur juste part de cette croissance. Alors, on sait très bien que c'est dû notamment au blocage en quelque sorte des salaires provoqués par la loi sur les 35 heures. Et je crois que le ministre des Finances a eu raison dans une ou deux interventions récentes de dire qu'il faudrait assouplir l'application des 35 heures, ce qui prouvait que, effectivement, elles ne sont pas adaptées à la situation d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas accepter que dans une situation qui est celle aujourd'hui de la France, on ne réponde pas à 2 objectifs, à 2 nécessités. La première qui est de faire baisser nos dettes,
qui sont très excessives, ce qui suppose aussi que l'on fasse baisser naturellement les impôts et donc les dépenses de l'État, parce qu'il n'y a pas de baisse durable des impôts si parallèlement on ne fait pas les réformes nécessaires pour diminuer non pas la qualité ou la quantité des services publics naturellement, mais leur coût. C'est-à-dire moderniser les choses. Et deuxièmement, deuxième objectif, il faut faire en sorte que ceux qui ont fait les efforts il y a quelques années, et jusqu'à une époque récente, trouvent aujourd'hui la récompense de ces efforts dans une amélioration du pouvoir d'achat de leur pouvoir d'achat, du pouvoir d'achat de leur salaire. Ça, c'est tout à fait essentiel. Est-ce que vous êtes inquiet de l'infléchissement possible de la croissance? On en parle beaucoup ces derniers jours. L'objectif d'un gouvernement aujourd'hui, c'est d'assurer une croissance durable. Et j'observe dans le budget un infléchissement fort par rapport à tout ce qui s'est passé dans les dernières années. C'est-à-dire qu'on est reparti dans le sens de la dépense. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure voie. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il peut y avoir des inquiétudes sur la croissance. Je ne suis pas personnellement inquiet, je vous le dis. Je crois que c'est un élément passager. En revanche... Malgré la crise du prix des carburants. Malgré la crise des carburants. En revanche, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des blocages qui sont en train de se faire. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des problèmes de recrutement, des problèmes d'approvisionnement, des délais de plus en plus importants, que nous avons en réalité un chômage qui baisse, mais une exclusion qui, elle, ne diminue pas. Ceux qui bénéficient des minima sociaux restent stables alors qu'ils devraient diminuer, qu'on a donc un vrai problème aujourd'hui à assumer. Nous devons faire les réformes qui s'imposent pour permettre d'éviter ce genre de blocage. Alors justement, en parlant des carburants, on a senti une très forte attente dans la part des Français sur ce dossier des carburants, justement. Des mesures ont été annoncées hier. Est-ce que vous comprenez cette montée en puissance de la contestation contre la fiscalité, d'ailleurs, plus globalement? C'est pas seulement en France, n'est-ce pas? Vous aurez observé que c'est un peu partout, notamment en Europe. Oui. Et il faut d'abord comprendre que les Français souhaitent que tout le monde soit traité de la même façon. Et que pour eux, la voiture, pour la très grande majorité d'entre eux, la voiture est un instrument de travail, tout comme elle l'est pour certaines professions, peut-être un peu moins. Mais quand vous partez à votre bureau le matin, vous prenez votre voiture, c'est votre instrument de travail. Bien. Par conséquent, il y a là une grande irritation. J'ajoute qu'à partir du moment où, je le disais tout à l'heure, le pouvoir d'achat des salaires n'augmente pas, cette augmentation du prix de l'essence est ressentie comme une ponction supplémentaire sur leur pouvoir d'achat, éventuellement comme une baisse réelle ou ressentie, en tous les cas, du pouvoir d'achat. D'où cette grande irritation. Alors, il est normal que l'essence soit taxée, pour bien des raisons, et notamment parce qu'elle comporte des risques de pollution importants. Mais il n'est pas normal que, je l'ai dit depuis longtemps, que le gouvernement profite de l'augmentation par une fiscalité inadaptée du prix du pétrole pour recevoir des recettes supplémentaires. Et les mesures qui viennent d'être prises pour réduire cet effet sont des mesures souhaitables. Monsieur le Président, une dernière question. D'un mot, comment avez-vous ressenti la libération de Jean-Jacques Le Garec et de Roland Madura, nos deux confrères de France 2? Je sais que vous avez été très présent lors des négociations pendant ces longs mois. J'ai hélas été présent dans beaucoup de négociations pour les otages. Quand il y a un otage qui est pris quelque part, j'ai un peu le sentiment que c'est un membre de ma famille, mon fils ou ma fille. Et je trouve ça tellement injuste, dramatique, que je comprends bien sûr les sentiments de désespoir, d'angoisse que ressentent les parents. Et tout doit naturellement être fait. Mais il n'est pas facile d'agir dans ces cas-là. Et puis, de surcroît, il n'est pas facile de dire les choses exactement. Pour une raison simple, c'est que certaines peuvent être secrètes. Et
d'autres sont si incertaines qu'on ne peut pas les dire. Ce qui crée toujours une difficulté de contact. C'est pourquoi j'ai essayé de garder le contact avec les familles, au moins sur le plan affectif. Parce que je ne pouvais pas leur donner grand-chose. Et j'ai dit plusieurs fois aux uns ou aux autres, si vous avez envie de parler, appelez-moi. Évidemment, je ne vais pas régler le problème. Mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Bon. Voilà, alors je suis évidemment très heureux que Le Garec et Mathuras se soient évadés avec un courage et une détermination tout à fait remarquable, tout à fait remarquable. Les circonstances s'y sont prêtées, mais ils l'ont fait avec un grand courage. On va parler de fierté. Ah oui, moi je considère qu'on peut être fier du comportement de nos 2 otages, fier. Monsieur le Président, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation du 19-20. Nous retournons à Paris pour les derniers titres de l'information avec Louis Laforge.